Retrouvez dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche samedi 25 octobre 2025 avec le sociologue Julien Talpin autour de la parution aux éditions Amsterdam de son livre Nouveau peuple, nouvelle gauche en partenariat avec l'Institut La Boétie. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui pour cette rencontre autour du livre Nouveau peuple, nouvelle gauche aux éditions Amsterdam dans la collection Les livres de l'Institut La Boétie. Nous avons l'honneur, nous sommes ravis d'accueillir Julien Talpin, sociologue. Je laisserai Agathe présenter plus longuement Julien. Moi je vais dire un mot sur Agathe qui est chercheuse associée à l'Université Jean Jaurès en histoire médiévale. Et voilà, tout simplement. Et un petit mot aussi pour la suite de la journée. Je vous invite à rester par la suite dans la foulée de cette rencontre-là, puisqu'il y a une deuxième rencontre sur Green Backlash, qui veut la peau de l'écologie, donc un livre qui est paru au Seuil dernièrement et qui a été un ouvrage collectif. Écrit par la Técopole, l'atelier d'écologie politique de Toulouse. Donc voilà, je vous enjoins à rester avec nous après cette rencontre. Je laisse la parole à Agathe, merci beaucoup. Alors bonjour à tous et à toutes. Je souscris à ce qui vient d'être dit. Les collègues de mon laboratoire qui ont fait le livre sur l'écologie est passionnant. Donc n'hésitez pas à rester après. Mais pour l'heure, donc nous sommes ici pour la présentation du dernier livre de la Boétie qui est paru en septembre, Nouveau peuple, nouvelle gauche. Il fait suite à un premier livre que je vous mentionne et qui est en vente encore ici, Extrême droite, la résistible ascension, qui est paru l'année dernière. Et donc pour parler de ce livre qui contient 21 contributions, 21 contributeurs, contributrices, 17 contributions et qui a été coordonné par Julien Talpin, donc qui est chercheur en sciences politiques, directeur de recherche au CNRS, spécialisé sur la question des classes des quartiers populaires, qui est chercheur donc à l'université de Lille, et qui a été en fait le chef d'orchestre de la réalisation de cet ouvrage. Donc Julien, tu as été donc le coordinateur de ce livre, mais tu as une activité éditoriale chargée cette année. Donc je vais mentionner tes deux derniers livres. Donc La colère des quartiers populaires, enquête socio-historique à Roubaix, qui est paru aux Presses universitaires de France en 2024, et le plus récent, donc La France, tu l'aimes ou tu la quittes, enquête sur la diaspora musulmane, qui est paru au Point en 2025. Alors, avant de rentrer dans le cœur du livre, je voulais te demander, les médias aujourd'hui, on va dire mainstream, ont tendance à stigmatiser la question des quartiers populaires. On entend souvent les ploucs et les barbares, les bofs et les barbares, les ploucs et les racailles, et aussi la question des tours et des bourgs. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'intention de ce livre et pourquoi il va rompre quand même avec ces idées reçues? Avec plaisir. Bonjour à tous et toutes. Très heureux de pouvoir échanger avec vous autour de ce livre. Avant de répondre à ta question, alors effectivement deux mots un peu sur la genèse du livre qui est né d'une discussion avec l'Institut La Boétie, et les membres de l'Institut La Boétie, en fait, ils ont toute une équipe. On a beaucoup travaillé. Ils ont fait un boulot quand même remarquable d'accompagnement des auteurs, de relecture des chapitres, et moi je suis impressionné au fond par le travail qui est réalisé par l'Institut La Boétie, à la fois dans le cadre de ses ouvrages. Il y en a un autre qui paraît très prochainement sur la question du communalisme, qui sera probablement important en vue des municipales, et au-delà en fait de la question de l'institut de formation militante qu'ils ont réussi à constituer ces dernières années, qui est un élément important, mais on y reviendra peut-être dans la discussion. Donc moi effectivement je suis plutôt spécialiste de l'engagement dans les quartiers populaires. J'ai pas mal travaillé sur le rapport de la gauche aux quartiers populaires, et alors notamment dans ce bouquin que
j'ai écrit sur Roubaix, qui est fruit d'une enquête au long cours. Mais là, le cadre était plus large. Alors, ça m'a conduit à m'engager sur des terrains que je maîtrisais moins, mais c'était toute l'idée de s'entourer des meilleurs spécialistes de ces sujets. L'idée du livre, c'est vraiment ça, au fond, c'est de faire un bouquin de synthèse qui puisse nourrir les réflexions politiques et stratégiques à gauche aujourd'hui à partir des connaissances les plus abouties en sciences sociales et qui sont pas toujours complètement diffusées. Donc on a essayé de faire des chapitres assez courts, il n'y a pas 15 000 notes de bas de page, etc. Mais c'est vraiment des chercheurs extrêmement pointus sur ces questions-là et avec l'idée que quand même, pour s'orienter politiquement et stratégiquement aujourd'hui à gauche, on peut faire mieux que les sondages en fait. Et qu'il y a quand même une tendance assez systématique, pas spécifiquement à gauche, mais quand même à faire des sondages et des enquêtes d'opinion un peu l'alpha et l'oméga de la définition des orientations politiques. Et c'est un problème. C'est un problème parce que les sondages sont quand même un indicateur très superficiel de l'état de la société et que les enquêtes au long cours qui sont présentées dans ce livre offrent, à mon sens, des réponses plus fines et probablement plus ajusté, puisque un des objectifs du livre, plus que au-delà simplement de faire un état des connaissances et de nourrir un peu la réflexion stratégique, c'était aussi de briser un certain nombre de mythes ou de prénotions qui structurent un peu le débat public et politique. Alors j'en mentionnerai au moins deux. Un, le fait qu'au fond, l'idée selon laquelle, alors à la fois les classes populaires se seraient entièrement détournées de la gauche et que la gauche aurait complètement abandonné les classes populaires. Il y a tous les débats en fait après le rapport de Terranova, par exemple en 2011. Les plus anciens d'entre vous se le rappellent peut-être. Alors, ça concernait plutôt le Parti socialiste, mais il y a quand même cette idée au fond que la gauche aurait lâché l'affaire et que son cœur de cible ce serait désormais uniquement les classes moyennes. Or, quand on regarde réellement la réalité, notamment pas uniquement des sondages, mais des enquêtes électorales sur la base de qui vote, quoi et quand, c'est un peu plus nuancé que cela, et ça donne peut-être aussi un petit peu plus d'optimisme sur la suite. Juste un chiffre au passage, aux dernières élections présidentielles, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages parmi les Français qui gagnent moins de 900 € par mois, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et donc, l'idée selon laquelle la gauche n'arriverait plus à capter les suffrages populaires, déjà il faut un peu la nuancer, puisque les personnes dans la situation de précarité la plus importante continuent à voter. Alors je crois que c'était 38%. 33 peut-être, pour Mélenchon en 2022, Marine Le Pen arrivant en deuxième position un peu plus loin. Et donc les fractions les plus précarisées de la population continuent pour partie à voter à gauche. Alors, on y reviendra par ailleurs. Il y a eu quand même une remobilisation électorale certaine de certains segments, en tout cas des classes populaires, notamment les habitants des quartiers ces dernières années, qui là aussi constituent un socle électoral important pour la suite. Donc déconstruire ce mythe au fond de la disparition à gauche des quartiers populaires et l'idée que la gauche leur aurait entièrement tourné le dos, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et puis il y a un autre mythe qu'on travaille, et là pour venir vraiment directement sur ta question des tours et des bourgs, l'idée qu'il y aurait aussi au fond une sorte de fracture irrémédiable parmi les catégories populaires, et une fracture qui serait d'abord une fracture territoriale. De fait, moi je pense qu'on a été beaucoup pollué en fait par le livre La France périphérique de Christophe Guilly, qui a connu une fortune éditoriale considérable, qui est d'ailleurs aujourd'hui enseigné dans les instituts de formation du Rassemblement national, et qui en réalité présente tout un ensemble de biais. Bon, je vais pas vous faire une analyse, une déconstruction précise du bouquin de Guilly ici, mais on a un chapitre dans le livre qui est vraiment intéressant en fait et que je vous invite à lire, donc par Clara Deville et Pierre Gilbert, au fond, alors, qui est en fait un mariage qu'on a organisé pour le bouquin. Donc Clara, qui elle est plutôt spécialiste au fond des classes populaires en milieu rural et du rapport à l'État des catégories populaires en milieu rural. Et Pierre, lui, qui est plutôt spécialiste en fait des quartiers populaires. Il a sorti l'année dernière un bouquin chez Amsterdam aussi qui s'appelle Quartier populaire. D'ailleurs, en fait, l'objet de leur chapitre, c'est notamment de montrer que les catégories populaires, quel que soit leur territoire de résidence et d'habitation, partagent tout un élément et un ensemble de conditions objectives d'existence, pour le dire comme ça. D'abord, la précarité sociale et matérielle, le fait d'avoir du mal à joindre les deux bouts, le fait que, ce faisant, les modalités d'existence de ces classes populaires-là passent souvent par des formes de débrouille, de travail à côté, voilà. Et ça, on le voit aussi bien en milieu urbain qu'en milieu plus rural. Et puis tout un ensemble de préoccupations qui là aussi peut les rapprocher. Être une classe populaire en milieu
urbain, notamment dans les banlieues ou rurales, c'est aussi faire l'expérience de la distance avec le centre, et donc des temps de transport qui sont particulièrement longs, que ce soit en bagnole ou via les transports en commun. Et c'est aussi faire l'expérience d'un délitement progressif du service public. Et donc, malgré les discours sur la fracture entre les tours et les bourgs, il y a tout un ensemble d'éléments objectifs communs sur lesquels il serait possible de construire potentiellement des alliances et des mobilisations communes. Alors là, peut-être on n'en est pas complètement là, mais cette idée d'un divorce irrémédiable entre des classes populaires blanches qui seraient nécessairement, qui auraient entièrement basculé du côté du Rassemblement national, et à l'inverse des groupes populaires racisés urbains qui voteraient comme un seul homme pour la gauche, et un peu à nuancer. Un des enjeux, je crois, mais alors là je me place déjà plutôt vers, et on y reviendra plus en détail, mais sur la question un peu du que faire, c'est que sur la base de ces conditions un peu à la fois matérielles et subjectives d'existence, il y a possibilité de construire des campagnes en commun. Et ce dont on manque peut-être aujourd'hui, c'est d'espace organisationnel. Alors peut-être que la France insoumise le permet, mais je pense qu'il y a encore, je me permets, un petit peu de travail. Les syndicats aussi jouent ce rôle-là, mais de construction de lutte interclassiste, pour le dire comme ça, au sein de différentes fractions des classes populaires, sur l'accès au transport, l'accès aux services publics, sur le logement, sur l'école, etc. Et c'est aussi par des luttes interclassistes qu'on peut créer du commun et forger aussi des subjectivités communes. Et là, donc, il y a encore un petit effort à faire, je pense. Alors, l'ouvrage se constitue en quatre grandes parties. La première est consacrée au peuple au pluriel. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle définition on donne aujourd'hui au XXIe siècle, même en 2025, au peuple, et comment cette notion elle a évolué ces 10-20 dernières années? Alors, vaste question. Et en plus, je suis pas sûr que, je vais être honnête, qu'on réponde entièrement à cette question-là dans le livre, dans le sens où elle fait débat, en fait. Pour le dire très simplement, au fond, cette notion de peuple, en fait, elle est pas directement mobilisée par les chercheurs en sciences sociales, les sociologues, etc. Le fait est qu'aujourd'hui, la catégorie qui s'est imposée dans les sciences sociales, c'est la catégorie de classe populaire, que j'ai déjà employée à plusieurs reprises. Classe populaire au pluriel, et le pluriel est important, et avec l'idée que cette catégorie de classe populaire permet de comprendre, de saisir la diversité des expériences de vie, la fragmentation aussi parfois des groupes dominés après l'effondrement de la classe ouvrière, pour le dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe après le déclin du capitalisme industriel, et quelle est la condition des groupes subalternes dans ce cadre-là. Et donc cette notion de classe populaire s'est vraiment imposée en sociologie pour penser ça avec le pluriel, c'est-à-dire avec l'idée que au fond les classes populaires, c'est à la fois les ouvriers, les employés, les chômeurs, les gens qui sont dans une situation un peu entre deux, donc une perspective relativement large. Et il est important de rappeler que les classes populaires aujourd'hui constituent, un peu à rebours de ce qu'on entend parfois, la majorité de la population, hein, une majorité numérique en fait, hein, quand on additionne ce que je viens d'égrener, c'est plus de 50% de la population. Toute la question, c'est comment on convertit en majorité électorale et politique cette majorité numérique, et que par ailleurs, au fond, d'où le pluriel, il y a des formes de fragmentation, c'est-à-dire que les classes populaires n'ont plus l'unité qu'elles avaient à une époque, alors qui était peut-être un peu mythifiée, de la classe ouvrière du temps du capitalisme industriel, où l'espace du travail et de l'usine en particulier contribuait ou facilitait des formes d'unification des catégories populaires. Et donc pourquoi je réponds pas directement à la catégorie de peuple, c'est qu'en fait le peuple, c'est une construction politique, pour le dire comme ça. Tout l'enjeu, d'une certaine façon, du bouquin, et je vous renvoie y compris à la préface en fait du bouquin, qui est vraiment passionnante, en fait, qui a un entretien croisé entre Nancy Fraser, qui est une grande théoricienne de la théorie critique et féministe, marxiste américaine, et Jean-Luc Mélenchon, et qui reviennent un peu sur ces questions-là. C'est un peu comment on passe des classes populaires au pluriel au peuple, au fond. Et ce qui, pour rester sur un langage très marxiste, c'est comment on passe d'une classe en soi à une classe pour soi, au fond, qui a conscience d'elle-même, malgré ces fragmentations objectives. Alors j'ai souligné ici les conditions communes d'existence de différentes fractions des classes populaires. Malgré tout, il y a quand même du travail
voilà, et précisément parce que on est aussi en permanence rebattu de discours qui soulignent les divisions, les différences, notamment sur les questions raciales, la focalisation sur les questions identitaires et d'immigration, et donc on met pas beaucoup l'accent sur le commun. Et donc toute la question, je le redis, c'est comment on passe des classes populaires au pluriel au peuple, et la réponse elle est assez simple au fond. C'est par la lutte, d'une certaine façon, c'est par le combat politique en commun, alors peut-être pas dans une seule et même organisation, mais donc c'est en menant des combats en commun que l'on devient conscient de son appartenance à une catégorie commune qui peut être le peuple. Le peuple, à certains égards, c'est une proposition politique qui est beaucoup portée en fait, notamment par Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs années, moi qui me semble intéressante à plusieurs égards, parce qu'elle permet en fait, c'est-à-dire que pour pouvoir se penser comme appartenant à comme ayant une condition commune, les mots sont quand même importants en fait. Et on manque un peu de mots, en fait, justement, pour penser cette potentielle condition commune de groupes qui vivent les formes de domination à la fois matérielles du système capitaliste, des formes de domination sexistes, racistes, etc. Et donc on a du mal à avoir des mots pour penser ça, en fait. Et classe populaire, je suis pas sûr que ça fasse le job, en fait. Et classe ouvrière, ça faisait pas mal le boulot. Et en fait, ça fait plus vraiment ce boulot. Et donc comment on fait ? Et c'est vraiment le pari du bouquin, pour avoir une approche intersectionnelle sérieuse, c'est-à-dire pour penser la diversité des formes de domination aujourd'hui qui s'abattent sur différentes fractions des groupes populaires, le sexisme, le racisme, etc., la domination de classe, le territoire quand même malgré tout, et malgré tout avoir des signifiants communs qui nous permettent de nous projeter vers un avenir commun. Et donc c'est un peu la proposition que fait cette idée de peuple. Et en fait, alors quand on en discute avec Mélenchon, au fond, c'est un peu ce qu'il dit, c'est qu'en fait, moi, il dit, je sors pas ça de mon chapeau, etc. C'est qu'aussi, c'est un terme qui résonne. C'est-à-dire que c'est un terme qu'on avait beaucoup entendu au moment des mouvements des Gilets jaunes, par exemple, en fait. Et donc, c'est une proposition politique. Reste, au fond, à mettre en branle, et c'est déjà, évidemment, pour partie le cas, le travail politique qui permettra de le faire advenir. Un dernier mot, peut-être, c'est de souligner combien, dans l'histoire, l'advenu et le travail d'unification des classes populaires et de la classe ouvrière a toujours été un travail, au fond. On a parfois tendance, un peu à la lumière de ce que je disais tout à l'heure, de penser qu'un peu mécaniquement, le capitalisme industriel aurait forgé une classe ouvrière consciente d'elle-même. Or, ce que montre tout un ensemble de travaux historiques, y compris dans le bouquin, le chapitre de Samuel Hayat, c'est que, en fait, il y a toujours eu des formes de division, de fragmentation des groupes populaires, y compris au XIXe siècle, malgré l'usine, etc. Il y avait évidemment déjà des divisions de genre, raciales, etc., de statut, voilà, et que fondamentalement, la construction de la classe ouvrière a été une production politique. C'est le fruit, et c'est le mouvement ouvrier par les luttes qui ont été menées par les organisations syndicales et les organisations partisanes qui ont fait advenir cette classe relativement consciente d'elle. Et donc que cette question, au fond, qui est une question très actuelle, qu'on travaille centralement dans le livre, de l'unification des classes populaires, c'est une question qui a toujours travaillé l'histoire de la gauche. Simplement, il faut la reposer sur de nouvelles bases aujourd'hui, parce que le peuple d'aujourd'hui n'a pas exactement les mêmes contours de celui qu'il avait il y a 30, 50 ou 100 ans. Alors, dans ton introduction, tu as mentionné l'idée, le préjugé, l'idée reçue, comme quoi il y aurait eu un divorce net et franc entre la gauche et les classes populaires qui se seraient soit désintéressées de la politique ou droitisées et qui se seraient jetées dans les bras, même extrême droitisées, jetées dans les bras de l'extrême droite. Est-ce que, par rapport à ce sujet-là, il y a de la nuance entre les différentes gauches, entre le lien que, je pense qu'on peut les diviser en 2 ou 3 catégories, extrême gauche, gauche radicale et gauche social-démocrate. Voilà, quels sont pour chacune le rapport qu'elles entretiennent avec les classes populaires. Et puis, je voudrais revenir sur le chapitre que tu as écrit dans cette deuxième partie qui est intitulée Le peuple et la gauche, comment une partie de la gauche a transformé son rapport aux classes populaires, et voilà comment tu l'as toi analysé. Alors effectivement, j'ai commencé mon intervention en soulignant qu'il fallait relativiser au fond le divorce entre la gauche et les catégories populaires. En même temps, ça reste compliqué. Et moi,
mes enquêtes depuis de longues années sur le rapport de la gauche au quartier a consisté à documenter quand même ce divorce entre la gauche et les cités. Moi, je travaille beaucoup en dialogue aussi avec un vieux bouquin qui a 25 ans maintenant d'Olivier Masclé qui s'appelait La gauche et les cités, enquête sur un rendez-vous manqué. Et à certains égards, mon bouquin sur Roubaix retravaille ça 20 ans plus tard en fait. Et retrace notamment, et pour ne pas complètement esquiver ta question, combien, alors dans le cas roubaisien, mais le PS a complètement abandonné notamment tout un ensemble d'enjeux fondamentaux pour une partie des groupes populaires et notamment les classes populaires racisées, qui est la question raciale au fond. Et donc ce divorce fondamentalement entre la gauche et les cités, elle tient quand même d'abord à ça. Quand une partie centrale de votre expérience sociale n'est pas prise en charge politiquement, difficile de vous sentir représenté. Et donc moi c'est ça que les gens me racontent sur le terrain à Roubaix. Et moi c'est d'ailleurs pour ça que j'en suis venu à travailler sur le racisme, les discriminations qui faisaient pas partie de mes objets d'enquête. Mais en fait moi je travaille sur justement le rapport aux politiques des quartiers populaires. Et en fait les gens me parlaient tout le temps de racisme, de discrimination, de violence policière, d'islamophobie. Et donc j'en ai fait un objet d'enquête un peu central. Et donc d'un côté moi j'avais des gens qui me parlaient de ça à longueur de journée. Puis après moi j'étudiais les programmes électoraux et rien. En fait, rien, ou presque rien, y compris, il y a presque un truc, en fait, hallucinant d'erreurs stratégiques, en fait, alors qui n'est peut-être pas complètement surprenante quand on regarde, effectivement, la sociologie d'une partie de la gauche pendant longtemps, hein, qui était quand même aussi une gauche blanche, de classe moyenne, qui était peu ancrée dans les quartiers populaires. Donc, ceci explique évidemment cela. Mais voilà, une des raisons quand même centrales de ce divorce, c'est d'abord celui-là, c'est que on avait fait quand même l'impasse sur ces questions-là, en rabattant notamment les questions raciales sur des questions territoriales, alors que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous pouvez être discriminé parce que vous habitez au Mirail, vous appelant Julien ou Mohamed, il n'empêche qu'en fait vous avez quand même 2 fois plus de chances habitant les deux au Mirail d'être discriminé si vous appelez Mohamed que Julien. Et moi qui ai habité pendant 15 ans à Roubaix, j'en sais quelque chose. La discrimination raciale ne disparaît pas sous simplement l'adresse, tout un ensemble d'enquêtes le montrent, mais ça la gauche a eu longtemps du mal à le voir, en particulier la gauche social-démocrate. Et donc moi ce que j'essaye de relater dans mon chapitre, c'est quand même un truc important en fait, c'est-à-dire cette révolution culturelle qui s'est opérée depuis 6-7 ans, qui fait que cette idée de divorce entre la gauche et les cités est un peu caduque en fait, hein. Il faut quand même le dire. Moi je marque le tournant à novembre 2019, marche contre l'islamophobie, où une bonne partie de la gauche quand même va être présente. Alors certains avaient foot malgré tout ce jour-là, vous le reconnaîtrez peut-être, mais malgré tout une bonne partie de la gauche, la France insoumise mais pas seulement, les Verts étaient là, le NPA était là, etc. Et quand on se rappelle de prise de position par exemple de la gauche en 2004, au moment des débats sur le voile, en 2005, après les révoltes de l'automne 2005, on fête les 20 ans exactement en ce moment, que de chemin parcouru. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a la participation à cette marche en novembre 2019, il y a la participation aux mobilisations qu'il y avait eu en juin 2020 en fait sur les violences policières autour de George Floyd, comité Adama, là aussi une bonne partie de la gauche est présente. Il y a les réactions quand même après les révoltes suite à la mort de Naël en juin 2023 qui sont pas tout à fait les mêmes en fait, hein. Quand on compare avec 2005, ça marque quand même l'évolution. Et puis il y a évidemment les positions qui ont été prises depuis sur le génocide à Gaza, qui marquent aussi une rupture assez nette de ce point de vue-là. Alors très clairement, c'est pas toute la gauche dans son ensemble au singulier qui opère ce tournant-là, et on voit bien combien le PS a du mal à suivre sur ces questions. Ce qui est certain, c'est qu'électoralement ça fonctionne. Voilà, je le rappelle dans mon chapitre, les scores de Jean-Luc Mélenchon dans les quartiers populaires en 2022 sont considérables, hein, 69% si je ne me trompe. Aux législatives en 2022 et 2024, dans les quartiers, c'est tout à fait considérable. Et élément quand même important et qui permettra peut-être d'enchaîner sur la suite, c'est que le changement de logiciel politique a permis de faire retourner aux urnes quand même des gens qui n'y allaient plus. Et ça en 2024 par exemple on l'a beaucoup vu. Alors, en juin dernier il y avait quand même le truc un peu de juin 2024 de le RN est aux portes du pouvoir et donc il faut se mobiliser, mais avant ça dès 2022 quand même les scores, et on le voit, hein, qui sont aujourd'hui et où sont élus les députés FI, c'est quand même pas tout à fait un hasard, et ça marche. Malgré tout, je voudrais ajouter un point et qui fera le lien avec ce que je disais précédemment, c'est qu'une erreur serait de penser qu'il suffirait d'avoir la bonne offre politique, le bon programme, la bonne ligne, pour produire du vote et construire des majorités électorales.
Malheureusement, ça ne suffit pas et ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y aurait un risque, au fond, à avoir une approche trop intellectualisante, au fond, du rapport aux politiques. Si, en 2022, dans les quartiers, on a voté aussi massivement pour Mélenchon, c'est du fait de ses prises de position très claires sur tout un ensemble de sujets. Voilà, c'est y compris pendant la campagne, je me rappelle d'un débat entre lui et Patrick Cohen sur la question de l'islamophobie qui avait beaucoup tourné dans les quartiers, etc. Mais derrière, en fait, simplement le discours, la position politique, etc., il y a la question de l'intermédiation militante, pour le dire comme ça. C'est-à-dire qu'a fortiori vis-à-vis de groupes, et ça demeure quand même une réalité, voilà, le comportement électoral majoritaire dans les classes populaires et a fortiori dans les quartiers populaires demeure l'abstention, et donc on est très loin en fait des débats politiques, des journaux, de la télé, des prises de position des uns et des autres. Et donc s'il n'y a pas des gens qui font ce travail d'intermédiation pour que simplement les gens dans les quartiers sachent que effectivement il y a eu ce tournant-là, les gens ne le sauront pas. Et donc ce qui a fonctionné et ce qui permet en fait d'avoir ces résultats électoraux derrière, c'est qu'il y a eu de l'intermédiation militante, il y a eu un travail militant à la base. Alors d'abord par des militants insoumis, etc., mais pas que. Honnêtement, il ne faut pas se voiler la face. La France Insoumise n'est pas encore complètement une organisation de masse, même si elle est probablement numériquement la plus importante à gauche. Et je crois que ça progresse. Et a fortiori, dans les quartiers populaires, je ne crois pas qu'il y ait des bastions. On pourra parler de Roubaix si ça vous intéresse. Moi, je parle beaucoup avec David Guiraud. Et il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent, mais il faut aller encore, je pense, plus loin. Et donc, tout ça pour finir là-dessus, de dire qu'en fait, si les résultats ont été ce qu'ils ont été d'un point de vue électoral, c'est pas uniquement du fait du travail militant important qui a été réalisé par les militants eux-mêmes, mais plutôt par le rôle qu'ont joué des militants de deuxième ou troisième cercle, qui sont pas du tout dans la boucle de la France Insoumise, qui sont des sympathisants, on pourrait dire, et même pas en fait. C'est juste des gens qui vont être des travailleurs sociaux, des militants associatifs, des éducateurs, qui eux, en fait, sont un peu plus politisés, écoutent les infos, etc. Et pour eux, ça leur parle en fait. Quand un candidat de gauche utilise le mot islamophobie, ils se disent « Ah, il est en train de se passer quelque chose là en fait ». Et eux ont joué un rôle considérable au fond d'entraînement derrière et par leur ancrage justement local de long terme, par tout le travail social qu'ils réalisent, etc. pour dire aux gamins, et pas seulement aux jeunes, aux familles, etc. allez voter, c'est de nous dont on parle, et enfin au fond nos expériences et nos vies sont entendues. Et donc si on veut gagner, tout ça pour dire, il faut à la fois avoir ce travail intellectuel de positionnement politique, il faut répondre aux aspirations populaires que j'évoquais tout à l'heure, et en même temps, et moi c'est un peu mon grand cheval de bataille, avoir ce travail d'ancrage militant, local, de long terme, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on construira des majorités populaires. Alors, avant de passer à cette grande troisième partie, peut-être une petite question connexe par rapport à cette question du divorce entre classe populaire et gauche, pour revenir peut-être sur le mouvement des Gilets jaunes rapidement, afin de t'entendre sur peut-être comment la gauche a bougé après ce mouvement populaire et peut-être faire un parallèle, enfin je sais pas si ça te semble pertinent, mais avec le mouvement du 10 septembre où on a vu clairement une modification de positionnement vis-à-vis de ces mouvements populaires-là. Voilà, qu'est-ce que ces mouvements-là ont fait changer à gauche ? Ouais. Donc il y a un chapitre effectivement du livre par Magali Della Souda et Elisabeth Godefroy qui est consacré en fait au rapport de la gauche aux gilets jaunes et des gilets jaunes à la gauche. Donc on fait une enquête au long cours par ailleurs sur le mouvement des gilets jaunes, et qui là aussi en fait nuance un peu l'idée que les gilets jaunes auraient entièrement en fait viré les militants de gauche, et que les militants de gauche auraient tous comme un seul homme snobé en fait les gilets jaunes. Ce qu'elles montrent en fait, et elles sont pas là simplement pour cirer les pompes des militants de gauche en fait, c'est de montrer que c'est un peu plus nuancé que cela, et que en particulier la présence de militants de gauche sur les ronds-points, etc., avait joué un rôle important dans la direction du mouvement en fait, hein. Et que si au final les gilets jaunes n'avaient pas eu, comme ça aurait pu être le cas, une orientation aussi plus réactionnaire, pour le dire comme ça, c'est aussi parce qu'il s'est passé des choses, il y a eu des débats sur les ronds-points, dans les assemblées, etc., qui avaient été importants. Malgré tout, c'était pas simple, et fondamentalement l'émergence du mouvement des gilets jaunes témoigne du fait qu'aujourd'hui les colères populaires s'expriment d'abord et peut-être avant tout en dehors des organisations collectives. Et forcément, ça nous interpelle. C'est-à-dire que on parle des gilets jaunes, on peut parler même de la loi du plomb, on peut parler de Blanc-Coutu. Les révoltes dans les quartiers, voilà, c'est pas des organisations collectives qui les ont fomentées, c'est des trucs plus ou moins spontanés.
Et donc là, ça dit des choses quand même sur les difficultés aujourd'hui des organisations politiques, quelles qu'elles soient, d'une certaine façon, pour organiser et se faire les relais, les porte-voix de ces colères-là. Alors peut-être que c'est peut-être mieux, d'une certaine façon, que tout soit pas canalisé à la base, mais évidemment, ça interpelle forcément la gauche de ce point de vue-là. Malgré tout, ce qui est quand même très clairement rappelé dans le livre, c'est combien, au début du mouvement, la gauche, qu'elle soit syndicale ou partisane, avait regardé avec beaucoup de méfiance les Gilets jaunes, et des leçons ont été tirées. Très clairement, quand on regarde les réactions à Bloc en tout, pour partie. Moi je trouve que du côté du mouvement syndical, alors là je vais donner mon avis personnel, on s'éloigne un peu du bouquin, moi je trouve en fait le fait qu'il n'y ait pas eu d'appel à la grève le 10 septembre, c'est un problème fondamental. Appeler à la grève une semaine après, ça ne servait à rien, ou alors fallait appeler le lendemain en fait. Vous vous démerdez en fait, mais voilà, et ça témoigne quand même, et on l'a vu dans les déclarations d'une partie, y compris de la CGT, là aussi en fait, d'une forme de méfiance. Et malgré tout, moi je reste. Alors là aussi, une fois de plus, on pourra avoir des débats un peu stratégiques, etc. Souvent on les a quand on présente le bouquin. En plus, le bouquin est sorti au moment de Bloc en tout et tout. Donc voilà, moi je pense qu'en fait on n'obtiendra pas d'avancée sociale majeure si on n'arrive pas effectivement à reproduire des moments de blocage en fait significatif de l'économie, bloquer les raffineries. L'enseignement du mouvement des retraites, c'est quand même d'abord celui-là en fait. Et en même temps, c'est pas facile de faire grève au regard des conditions et du coût que ça représente. Bref. Du côté effectivement des réactions, notamment de la France insoumise, les choses ont été quand même très substantiellement différentes. On l'a vu dès l'été, et Mélenchon a été un des premiers effectivement à prendre une position très claire et à appeler à participer. Alors après, on peut discuter en fait. Alors je trouve qu'il y avait une interview d'un de mes collègues en fait, Laurent Jean-Pierre dans Mediapart sur la question. C'est en fait entre le mépris et le soutien trop explicite, comment trouver la bonne distance en fait. Et bon, alors, si on voulait être un peu dur, mais là c'est des discussions qui ont cours, dans quelle mesure le soutien trop explicite de la gauche à ce mouvement peut expliquer aussi qu'il n'est pas constitué ou débouché sur une forme de débordement citoyen qu'on aurait pu appeler de nos voeux. Je sais pas. Au fond, est-ce qu'au fond, on aurait pu espérer que la gauche soit moins présente dès le départ, etc., et qu'il y ait un peu plus de fachos pour que ce soit un peu plus le bordel, qu'on aurait pu ensuite un peu plus canaliser. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Le fait est que le 10 septembre, en fait, ça n'a pas marché. Voilà. Bon, moi, je pense que la responsabilité syndicale est fondamentale. Je pense qu'on marche sur un fil quand même sur ce genre de truc. Voilà. Et moi, j'étais hyper content en fait pendant l'été quand il y a eu cet appel au soutien et tout. Moi, je me rappelle, j'étais aux amphis à Valence, on parlait de ça à fond. On se disait putain, il va se passer un truc le 10 septembre. Bon, voilà, j'ai pas l'impression, je sais pas ce qu'il en était à Toulouse, que la révolution soit complètement advenue. Et donc on apprend. Alors la troisième et dernière partie du livre pose une grande question: que faire maintenant? Tu as évoqué plusieurs choses dans tes précédentes interventions. Tu as parlé des syndicats notamment à l'instant comme vecteur ou non vecteur finalement d'une potentielle mobilisation populaire. Dans Hors-série, tu avais aussi mentionné, et je trouvais que c'était très intéressant, la question de la mobilisation extra-électorale, de la nécessité d'une mobilisation extra-électorale pour davantage, parce que je ne veux pas utiliser le terme repolitiser ou remobiliser, puisqu'il y a déjà une mobilisation et une politisation dans les quartiers populaires. Voilà, quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu préconises pour essayer de encore plus, finalement, ce qui est la clé de la victoire de la gauche, de pouvoir mobiliser pleinement en fait les quartiers populaires. Qu'est-ce que tu préconises comme action, comme point de vue hors du positionnement intellectuel qu'il y a aussi dans ce livre? Bon, je vais pas répondre en fait en 5 minutes au que faire. Je vais vous défendre. Mais il y a quelques jalons quand même qui sont posés dans le bouquin par notamment mes collègues. Je voudrais en évoquer un quand même qui est important et je pense assez structurant. Donc c'est le chapitre de Tristan Haute au fond sur ce qu'on appelle le 4e bloc. Voilà cette stratégie du 4e bloc et qui est de dire au fond une des stratégies. Alors après est-ce que c'est suffisant? On pourra en discuter. Et en termes d'allocation des énergies militantes, ça doit être d'aller chercher les abstentionnistes. Et qu'au fond, on a une réserve de voix qui est absolument considérable. Bon,
considérable, c'est là justement en fait sur le seuil. Tristan lui en fait donc à partir d'enquêtes quand même assez précises post-électorales, donc Tristan qui est vraiment un spécialiste de sociologie électorale, lui en fait montre bien que en fait quand on regarde quel est le positionnement sur tout un ensemble de sujets de société en fait des électeurs français, il a fait ça avec un panel représentatif, etc. Au fond, il y a des millions de personnes qui ont des valeurs de gauche, pour le dire comme ça, sur les questions sociales et de redistribution, de pouvoir d'achat, etc., de demande de services publics, etc., de lutte contre les discriminations, d'égalité, de questions environnementales. Ils ont des valeurs de gauche, mais ils votent pas. Ils votent pas parce qu'ils sont dégoûtés, ils pensent que ça sert à rien, ils ont été trop déçus, etc. Et donc ce que dit Tristan, et bon, c'est déjà pour partie mis en œuvre, c'est-à-dire que là, il y a un réservoir quand même qui est relativement important et qui est probablement plus facile à aller chercher que les fâchés pas fachos. Parce qu'il y a évidemment ce débat-là, en fait. C'est qui on va chercher en priorité. Les débats sont évidemment forts avec notamment Ruffin. Ce que montre bien Tristan à partir de son enquête, au fond, c'est de dire que aller chercher des gens qu'en fait, qui sont fâchés, mais un petit peu fachos quand même, qui, sur tous les éléments que je viens de décrire, sont vraiment situés vraiment à droite ou à l'extrême droite de l'échiquier politique, ça va être compliqué d'aller les chercher, en tout cas à court terme. Ça ne veut peut-être pas dire qu'à long terme, il ne faut pas l'avoir dans la ligne de mire. Je pense que ça... Voilà, si on a voulu faire ce bouquin, c'est aussi qu'on considère que la mission historique de la gauche, c'est la représentation des classes populaires, et probablement des classes populaires dans leur diversité et de façon majoritaire. Mais où est-ce qu'on met la priorité en termes d'énergie militante et de stratégie? Voilà, ce que dit Tristan, c'est qu'il y a 4 millions de personnes qui ont des valeurs de gauche et qui ne votent pas systématiquement, qui sont notamment situées dans les quartiers, mais pas que, en fait. Et c'est ça qui monte, c'est qu'on a des catégories populaires qui sont dans les territoires périurbains, un peu dans les zones rurales, en centre-ville, des étudiants, ils sont un peu plus jeunes que la moyenne, mais il n'y a pas que des étudiants non plus. C'est assez hétérogène en fait socialement, et ça montre bien que voilà, c'est pas que aller cibler les quartiers, c'est plus large que ça, mais que au fond, avec un logiciel de gauche cohérent sur toutes les questions que j'ai égrenées, à la fois de justice sociale et d'intersectionnalité et de justice environnementale, on peut tout à fait construire des majorités électorale. Malgré tout, et j'en viens au deuxième pan de ta question, c'est que si on se dit qu'il y a un réservoir là, qui est au moins à minima un truc qui te permet de passer le deuxième tour, par exemple aux élections présidentielles, est-ce que ça suffit pour gagner passer le premier tour? Est-ce que ça suffit à gagner le deuxième? Je ne sais pas, on pourra en discuter. Mais ça, 4 millions, c'est pas rien, quoi. Voilà. Mais en même temps, c'est, je le disais en fait, des électeurs qui, justement, des abstentionnistes, qui ont un rapport extrêmement défiant avec la politique, qui n'y croient plus, etc. Et donc le travail pour les reconduire aux urnes, il est considérable. Voilà, et moi je le sais notamment à partir des quartiers. C'est-à-dire que d'un côté, je disais qu'en juin 2024, il y avait eu une remobilisation certaine, et c'est vrai, moi à Roubaix, c'est plus 8 points par rapport aux législatives de 2 ans d'avant. Malgré tout, dans une ville comme Roubaix, donc qui est la ville la plus pauvre de France, c'est une commune très populaire, vraiment de banlieue, etc. 48,5% de la population n'est pas allée voter. Et donc même quand le RN est aux portes du pouvoir, rappelez-vous, en juin 2024, on était là, Bardella va devenir de Premier ministre, donc il y a feu dans la demeure, quoi. Les gens dans les quartiers ont bien conscience que si le RN arrive au pouvoir, ils seront malgré ça. En fait, les gens sont tellement dégoûtés. Et puis justement, en fait, ils ont, ce que je disais à l'instant est un peu plus nuancé, c'est qu'ils se disent, le RN ou pas, de toute façon, ces idées sont déjà au pouvoir, qu'est-ce que ça va véritablement changer pour nous, etc. Et donc la moitié des gens ne vont pas aux urnes. Et donc comment on va chercher ces gens-là? Alors là, j'ai pas de réponse complètement finalisée là-dessus, il faut aller les chercher avec les dents. Et ce qui est sûr, en tout cas, moi, ce que je défends, c'est que ça ne peut être qu'un travail de long terme, et ça ne peut pas passer que par des campagnes électorales. Au fond, quand on va voir des gens qui sont dégoûtés par la politique en disant 3 mois avant les élections, votez pour moi, ça ne marche pas. Ça marche un peu. Ça marche un peu parce qu'il y a des relais, etc., parce qu'on a le bon discours. Mais quand même, on part de loin. Et donc, effectivement, il est fondamental, à mon sens, d'investir. Alors après, bon, c'est facile, à moi, l'intello et tout, là, de dire, bah oui, il faut y aller. Ouais, les énergies militantes, elles sont limitées. Et c'est ça le problème. Pour tout vous dire, moi, j'avais, en fait, il y a quelques années, c'était en 2017, 2018, pas mal collaboré à l'époque avec des gens de la FI, William Martinet, Leïla Chebi, William est devenu...
députée un temps, Leïla est députée européenne aujourd'hui, autour de trucs sur lesquels moi j'ai beaucoup bossé, donc ce qu'on appelle le community organizing, la méthode Alinsky, qui avait eu un moment le vent en poupe en fait, y compris à la FI, et qui était un peu cette idée-là quand même, qui était de dire, ah là on avait de la chance, on avait 2 ans entre les législatives et les européennes, et donc d'aller mener des campagnes en fait sur des questions de logement, de propreté dans les quartiers, des trucs un peu d'écologie populaire, etc. Et voilà, pour précisément faire ce travail de reconstruction, de liens, et pour améliorer ici et maintenant le sort des gens. Parce qu'au fond, ce qui va briser la résignation à l'égard de la politique, c'est d'abord ça, c'est d'obtenir des victoires. Au fond. La désillusion, elle tient à ça, au fond, c'est le fruit de défaites répétées, et ces défaites, c'est à la fois les défaites de le droit de vote des étrangers, on l'a pas fait. Les récépissés d'identité en cas de contrôle au faciès que nous promettait Hollande, on l'a pas fait. La déchéance de nationalité, par contre, c'était pour nous, les gars. Voilà. Et les défaites, c'est aussi au niveau local. Les défaites, c'est aussi les défaites du mouvement social. Et quand tu habites dans un quartier, au fond, ça fait 20 ou 30 ans que tu prends que des défaites. Et donc, la politique, c'est ça. Et donc, il faut des victoires. Et donc le grand soir, il n'est peut-être pas tout à fait pour demain. Et donc il faut des petites victoires, et ces petites victoires, elles ne seront pas qu'électorales. Il faut ici et maintenant améliorer le sort des gens. Et donc, voilà, je crois que les organisations politiques peuvent contribuer à ça, renouer des liens de ce point de vue-là avec des habitants, et une confiance qui, derrière, peut se traduire dans les urnes. Toute la difficulté, et c'est pour ça que, il ne faut pas dire il y a qu'à Faucon, quoi. C'est que, en fait, ce travail-là, il demande un investissement militant considérable. En fait. Ça veut dire aller faire du porte-à-porte, revoir les gens, prendre des numéros de téléphone, organiser des réunions d'appartements, organiser des assemblées de quartier, aller faire le tour de toutes les assos qui bossent déjà sur le truc pour pas qu'elles se sentent concurrencées. Et c'est un boulot considérable. Et là, en fait, le problème, c'est qu'en même temps, moi je suis pas en train de vous dire, mais il faut arrêter de vous présenter et de faire le taf pour les élections. Et donc là, ce qui s'était passé dans l'histoire avec William, Leïla, Daniel Simonet à l'époque, etc., c'est que les européennes étaient arrivées et de fait, les énergies militantes avaient été réaspirées par le champ politique et le jeu électoral. Donc moi, j'ai pas la solution à cette question-là. Mais malgré tout, si on veut produire du changement social à long terme, je pense que à la fois pour gagner dans les urnes et puis pour que ces victoires ne soient pas que des feux de paille, etc., et qu'on permette aux classes populaires d'être aussi à l'avant-garde des combats et des victoires de demain, ça passe à la fois par ce travail de réancrage et aussi par un travail d'éducation populaire. Et je finirai peut-être par là. C'est quand je parle de réancrage, c'est à la fois mener des luttes communes. Alors moi, je parle là dans les quartiers sur des territoires et des questions bien précises, hein, les ascenseurs, machin, mais aussi potentiellement, on pourrait tout à fait imaginer ce genre de choses ensuite en rassemblant des territoires et des groupes. Si tu ramènes des groupes d'action de la FI de Roubaix avec des territoires ruraux, machin, il y aurait des trucs à faire hyper intéressants. Aujourd'hui, c'est compliqué de le faire. Bref. Et donc, aussi d'un point de vue potentiellement interclassé. Et derrière ça, faire un travail d'éducation populaire, de formation des militants, avec l'idée quand même, moi je finis mon chapitre là-dessus dans le bouquin, on a encore un travail à faire à gauche, et je pense que la FI est peut-être celle qui est le plus avancée de ce point de vue-là, pour que les classes populaires puissent se représenter par elles-mêmes. À un moment, ça va pas, en fait. C'est pas possible que la gauche et que ses porte-paroles, ses porte-voix ne soient que des classes moyennes éduquées. Et que la gauche soit principalement représentée par des gens blancs, en fait. Voilà. Et donc, il faut créer des procédures, des processus qui permettent que les classes populaires se représentent par elles-mêmes. Et ça passe par aussi un travail à la fois de formation à la base et puis de faire monter d'autres leaders. Et c'est pour ça, je le disais en introduction, que moi je trouve le travail que mène l'Institut La Boétie absolument essentiel. Toutes les formations qui sont organisées, les week-ends, etc., avec aussi une réflexion sur la sélectivité sociale de ce type de formation, et donc il y a des formes d'incitation pour les gens qui sont issus des milieux les plus populaires à y participer, etc. Bon, moi, j'embête un peu quand même mes camarades de l'Institut en leur disant c'est bien, mais il n'y a pas que Paris, en fait. Et donc moi, je leur dis, au fond, il faut faire ça, mais il faut décentraliser. Alors, je sais que c'est en train d'être... ils essayent de mettre en place maintenant à l'échelle départementale. Mais alors bon, moi, je suis celui qui fait chier un peu, hein, mais moi je suis là, il faut faire encore plus, faire mieux. Voilà. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que dans chaque section, dans chaque permanence de députés, de mains, d'élus municipaux, etc., que en fait ces permanences, ça devienne des maisons du peuple et des espaces d'éducation populaire fondamentalement. Moi j'habite à Lille, alors moi je fais chez Guiraud avec ça en fait. Moi j'ai tous mes copains en fait sociologues, etc. En fait ils ont raison, sur CNews on est quand même tous des gauchistes. Et en fait nous on est prêts en fait à mettre nos connaissances, nos savoirs, nos enquêtes au service d'une gauche de rupture et de transformation sociale. Et la vérité c'est qu'on vient pas beaucoup nous chercher. Alors, bon,
je pense que les torts sont partagés, mais il y a un potentiel en fait. Et là, on pourrait tout à fait en faire des petits instituts La Boétie partout sur le territoire pour faire monter, etc., en puissance, faire de l'éduc-pop, et pas simplement avec des universitaires qui racontent leur vie. Je pense qu'on peut faire des trucs un peu plus originaux et dynamiques en termes d'éduc-pop. Mais moi, je pense que c'est le chemin, en tout cas, qu'il faut prendre pour véritablement, parce que moi, je crois à ça, en fait, reconstruire des organisations populaires de masse, quoi. Merci. Alors peut-être une dernière question avant de laisser la parole à la salle. Alors pour ton information, il y a un stage régional de La Boétie en ce moment même à Montpellier, magnifique, où les Toulousains et les Toulousaines sont pour certains. Tu as parlé de la question du militantisme dans les quartiers populaires, du fait que c'était une ressource limitée, et puis aussi peut-être que ce n'est pas que aux militants qui ne sont pas forcément des quartiers populaires à aller faire ce travail d'éducation, enfin ce travail. Ce taf-là dans les quartiers pop. Je voulais revenir sur la question des syndicats et des associations, sur ces vecteurs-là qui sont sans doute, je pense, enfin, tu peux peut-être nous en dire plus, utiles comme des vecteurs en fait de refaire de la politique dans les cités, dans les quartiers, de refaire, de réamener de la politique par du concret. Tu as parlé donc de la méthode Alinsky. Il y a aussi tout le travail qui est fait sur la question de l'accès au droit, qui est, je sais en tout cas à la France Insoumise, une manière de militer qui tient beaucoup à cœur des militants pour aller parler de politique en venant pour expliquer comment obtenir un chèque énergie en fait. Tout simplement, et en redonnant du pouvoir aux habitants et aux habitantes. Donc voilà, quel est à ton avis le rôle des associations, des syndicats et puis peut-être d'autres organisations que j'ai pas identifiées? Alors c'est très bien parce que ça me permettra de boucler la boucle avec l'autre bouquin que j'ai sorti récemment qui s'appelle L'État contre les associations, où on documente justement les formes de répression que connaissent aujourd'hui le monde associatif, en tout cas ces dernières années, la restriction des libertés associatives, qui contribue aussi à rendre plus compliqué en tout cas le travail d'éducation populaire et de politisation qui est réalisé par le monde associatif. Moi j'ai commencé à bosser là-dessus précisément parce que c'était une question assez centrale dans les quartiers, mais qui se retrouve aujourd'hui partout auprès des assos féministes, écolos, etc. Et donc effectivement, en fait, alors, bon, je vais pas répondre complètement à ta question, mais tu parlais d'accès au droit. Moi, un des trucs, c'est pour ça que je parlais de maison du peuple à l'instant. Au fond, c'est moi j'ai bossé là-dessus en fait sur l'histoire du mouvement ouvrier dans le Nord, au fond, et ce qui a permis au fond ce que je parlais tout à l'heure, le passage de la conscience, la classe en soi, classe pour soi, au fond, et des formes de politisation, de conscientisation et d'émancipation au fond de la classe ouvrière. C'est aussi l'imbrication du quotidien, de service et du politique au fond. Et ce qui nous tue, moi je crois, c'est la surspécialisation du politique qui de plus en plus est restreint à une sphère ultra professionnalisée et restreinte au champ électoral, et la restriction des libertés associatives, c'est ça en fait, hein, le rapporteur de la loi séparatisme il y a quelques années disait si vous voulez vous présenter, si vous voulez faire de la politique, présentez-vous aux élections. Bah moi je dis non, en fait la politique elle doit être partout, elle doit être dans les assos, elle doit être dans les espaces d'accès au droit, elle doit être dans les clubs de foot, elle doit être dans la culture, etc. Et c'est comme ça au fond qu'on va mettre le peuple en mouvement, pour le dire pour le dire comme ça. Et donc là il y a un travail fondamental. Moi les municipales arrivent et moi je suis un des animateurs de l'Observatoire des libertés associatives et on porte un certain nombre d'idées justement dans la perspective des municipales pour essayer de transformer aussi les relations entre les pouvoirs publics et les assos pour leur permettre de jouer ce rôle-là. Fondamentalement, c'est que voilà pourquoi on a tant de mal. Il y a une question des énergies militantes disponibles, mais c'est que là on est quand même dans une période d'austérité qui concerne le monde associatif. Il y a une mobilisation le 11 octobre. Je sais qu'il s'est passé des choses aussi à Toulouse sur ces questions-là, mais il y a aussi des attaques plus frontales. Il y a la création du contrat d'engagement républicain. Il y a des formes de disqualification du militantisme avec des militants qui sont taxés d'antisémitisme, de séparatisme, de communautarisme, d'écoterrorisme, etc. Et voilà les attaques sont virulentes en fait. Et donc là, moi je crois que de ce point de vue-là, et a fortiori dans un contexte un peu d'extrême droitisation du champ politique national, que les communes, au fond, peuvent être des espaces un peu de refuge en fait face à cette ère du temps autoritaire de création d'un autre rapport au fond entre l'institution et la société civile, pour le dire très explicitement. Là ça nous emmène un petit peu plus loin par rapport au bouquin, mais moi un des trucs que je porte au fond, c'est que pour que l'exercice du pouvoir, y compris à gauche, serve à quelque chose, on a besoin d'avoir à l'extérieur une société civile, des mondes militants, associatifs, syndicaux, mobilisés, qui mettent la pression sur ceux qui occupent le pouvoir. Les plus grandes transformations sociales dans notre pays,
Prenons le Front populaire, c'est ça en fait. C'est jamais tout seul l'exercice du pouvoir en fait. Le Front populaire, c'est pas juste en fait les ministres du Front populaire, etc. C'est parce qu'il y a une grève générale au même moment qui a permis, et c'est l'articulation des deux. Et bien souvent en fait, tout un ensemble d'avancées sociales, c'est à la fois d'avoir des relais dans l'institution. Moi, je pense que c'est hyper important d'exercer le pouvoir, y compris pour changer les règles du jeu, abolir le contrat d'engagement républicain pour rester là-dessus, ou tout un ensemble d'autres. Mais en même temps, avoir des gens à l'extérieur qui ne seront pas tous aspirés dans l'institution et qui vont vous rappeler à vos promesses, quoi. Merci beaucoup, Julien. On peut l'applaudir. Alors, on va passer au débat avec la salle. On a jusqu'à 16h30 grand maximum pour pouvoir échanger. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, François Picmal, député de Haute-Garonne. Et je voudrais vous remercier, Agathe et Julien, et aussi remercier tous les militantes et les militants et Ombre Blanche qui nous accueillent. Merci particulièrement à Mobina, dont je sais qu'elle a œuvré pour cette rencontre. Voilà, en vous écoutant, pour moi, il y a 4 points en fait que j'ai relevés là-dedans. Et puis après avoir lu le livre, évidemment, en bon élève. Le premier est... Enfin, c'est assez amusant parce que ça m'a rappelé un épisode qui est survenu à Toulouse sur le fait que depuis 2002-2005, en gros, pour moi, c'est le détonateur de la fin de l'UMPS avec la désindustrialisation. 2002, donc Le Pen au second tour, et 2005, le traité constitutionnel européen, dont le résultat n'est pas respecté. Et avec un vide qui se crée, c'est-à-dire un non-débouché politique pour une gauche de rupture en France, qui était jusqu'ici incarné en gros par le PS, le Parti communiste, et puis des partis classés plus à gauche. Et c'est là qu'on a une montée assez marginale du NPA, et qu'on va avoir en 2008 la création du Parti de gauche. Mais on reste pendant plusieurs années dans une sorte de complication à définir ce que doit être un nouvel horizon politique émancipateur. Alors certes, en 2012, Jean-Luc Mélenchon fait 12%, allié avec les communistes, mais ça reste une sorte de résurgence plus du passé que quelque chose qui nous emmène vers quelque chose de nouveau, ce qui va changer en 2017. Et pour moi, il y a une rencontre qui a eu lieu à Toulouse, qui a été assez novatrice, y compris pour notre mouvement. C'est en 2016 ou 2015, je me souviens plus de l'année, où il y a le congrès, les universités d'été du PG à l'époque. Et à cette époque-là, je me souviens que je dialogue déjà avec un militant qui va être connu plus tard, ce qui s'appelle Manuel Bompard, et qui fait venir Chantal Mouffe. Chantal Mouffe, donc philosophe, qui a beaucoup travaillé sur les théories avec Laclos, qui je crois était son époux, sur des théories nouvelles à gauche qui ont inspiré le renouveau de la gauche en Amérique du Sud, puis en Espagne, parce que 2015-2016, c'est la période où on a la résurgence d'une gauche radicale, hormis de Syriza que je mets de côté en Grèce, mais en Espagne avec Podemos qui fait des scores très importants, et avec Ada Colau notamment qui va être élu maire de Barcelone. Donc on se dit en France, mais ce qui se passe en Espagne, pourquoi ce ne serait pas réalisable du coup chez nous? Et c'est ce qui va faire qu'il va y avoir une transformation alimentée notamment par Manuel et d'autres, y compris au sein du parti de gauche, pour arriver sur la France insoumise et essayer de créer en fait un nouveau logiciel qui va être plus performatif pour parler au-delà de ce qu'on identifie alors comme la classe ouvrière qui est en train de se désintégrer à cause de la désindustrialisation. Alors, ça nous a obligés pendant des années à chercher qu'est-ce que le peuple, dans son hétérogénéité, tu l'as rappelé, système D, précarisation, je pense qu'il y a la notion de logement subi aussi qui a été portée par des géographes qui est intéressante, et de voir quel nouveau récit émancipateur on mettait en place. Parce que jusqu'ici, c'était celui de la classe ouvrière qui allait prendre le pouvoir, assez classique. Bon, nous, on a quand même des axes. C'est la planification écologique, ça répond. C'est la Nouvelle-France, et c'est ce qui constitue aujourd'hui le peuple français, ce qu'on appelle la créolisation, mais qui nous permet d'avoir une pensée sur ce que nous sommes actuellement et sur ce que l'on veut que l'on devienne demain. Bien sûr, toute la question pour nous, et il y a un chapitre dessus, c'est quel cadre de sociabilité
nous permettent de devenir hégémoniques au niveau des idées. Le Parti communiste a eu cette force de créer des cadres de sociabilité qui n'étaient pas que ceux des luttes, même si c'est important évidemment, mais des bals populaires par exemple, et de s'intégrer en fait à partir de l'usage des gens. Et je pense que c'est là où on a une marge de progression encore très importante à la France insoumise. Parce qu'il y a des cadres de sociabilité existants qui en fait sont plus efficaces que n'importe quel tractage ou porte-à-porte. Je vais prendre un exemple simple. Si vous prenez les clubs de foot, c'est 2 millions de licenciés. Vous avez à côté des licenciés les bénévoles, vous avez les familles des gens. Moi, quand je vais dans un club de foot pendant 1 heure, je suis plus efficace que quand je fais 10 marchés dans la semaine, clairement. Parce que, en fait, les clubs de foot ne sont plus que des clubs de foot, ils sont aussi des lieux de sociabilité, de cohésion, de solidarité, où les gens vont passer beaucoup de temps ensemble et donc discuter et être amenés à discuter de politique. Et ce que tu disais est très juste, c'est-à-dire, moi, ce que j'ai constaté depuis des années, c'est que les meilleurs militants politiques ne font pas de politique électorale. Ils ne sont pas dans un mouvement ou dans un parti, ils sont sympathisants, mais ils vont être dans des cadres de sociabilité où ils vont avoir beaucoup plus d'influence que nous ne pouvons en avoir en tant que simples militants. Alors, j'ai parlé du foot, on pourrait parler des vide-greniers, des clubs des anciens quand on arrive à y entrer, c'est pas évident à Toulouse tout le temps, des fêtes de quartier, je pense des lieux de loisirs où il y a des concerts notamment qui vont concerner ou qui vont attirer une partie de la population dont on sait qu'elle peut être susceptible d'être intéressée par nos idées et ce qu'on propose. Et donc, ça nous amène sur la question du 4e bloc. Et comment aller le chercher. Moi, je pense... Alors, je vais mettre un bémol par rapport à ce que tu as dit sur quelque chose et peut-être lancer un débat. Je pense qu'effectivement, ça se fait sur le temps très long et que ce qui est dur, c'est qu'on n'a pas les subsides tout de suite d'un effort militant parfois qui est là depuis plusieurs années. Mais ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Les gens ne viendront pas à des réunions politiques dans des salles municipales s'ils n'ont pas l'habitude de venir. C'est pas dans leur code. Et parfois même, ils pensent que c'est payant. Et oui, on va avoir dans les réunions municipales peut-être 2-3 nouveaux, allez 4-5, mais souvent ce sont des gens déjà convaincus ou pas très loin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, ça veut dire qu'il faut avoir conscience que c'est limité en termes d'attraction pour l'extérieur. De la même manière, il y a des codes que les gens n'ont pas selon les quartiers. C'est-à-dire aller au bar pour passer une soirée, tout le monde ne le fait pas. Et tout le monde n'a pas l'habitude. Puis il y a la question de la première consommation que tu payes, la deuxième, ça commence à faire cher, la troisième, etc. etc. Ensuite, tu as parlé, et je pense que c'est important, des questions des petites victoires face au fatalisme. Et c'est là où j'ai un bémol, c'est que moi, je ne suis pas convaincu que ce soit forcément le rôle d'un mouvement politique de faire ce que vous avez fait, la méthode Alinsky. Moi, j'étais au DAL à l'époque. Et en fait, parce que nous, l'écueil qu'on y voit, c'est qu'il y a forcément une politisation du rapport de force sur une question comme le logement ou autre, qui va mettre en fait en difficulté les gens, alors qu'il y a déjà des cadres existants où, à mon avis, les militants insoumis devraient s'investir, parce qu'en plus, c'est là où on va aller attirer des gens qui ne seraient pas venus directement. C'est le bémol que je mettrais à cette question-là, tout en n'ayant pas d'exclusive là-dessus. Je suis ouvert à la discussion et voir ce que ça donne. Et enfin, je pense que c'est très important ce que tu as dit. Il faut que, par rapport au discours qu'on a sur la nouvelle France, donc qui est de prendre la France dans son ensemble, on s'est mis d'accord avec Antoine Léaumont sur quelque chose, par exemple, c'est que pour nous, la nouvelle France, c'est la cérémonie des Jeux Olympiques. Pour nous, ça correspond à ça. Dans l'image qui est donnée de la France, c'est ça. C'est une France inclusive qui montre tout ce qu'elle est, etc. Et ça veut dire que nous, au niveau de la représentation, et y compris sur les listes municipales ou dans la représentation politique, on doit incarner cette nouvelle France et donc on doit faire de la place aux personnes qui sont moins susceptibles, pour plein de raisons différentes, d'avoir la possibilité de faire de la politique au sens où on l'entend. Voilà, c'était un petit peu mon analyse. J'ai essayé de faire synthétique. En tout cas, je vous remercie pour l'exposé. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi, c'est quelque chose qui me parle par mon vécu, parce que j'ai grandi dans le monde rural et j'ai travaillé 7 ans sur les quartiers politiques de la ville, à Toulouse, 4 ans et 3 ans à Montpellier. Donc sur cette sociologie, sur le vote, sur le ressenti,
entre le rural et l'urbain, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et donc je fais la comparaison au quotidien. Ce que je voulais dire sur aller chercher les militants sur le long terme, mais pas qu'avant les élections, je pense qu'on est tous d'accord. On a vu l'effet que ça a fait en un mois sur les dernières législatives, ça a été incroyable. Donc c'est quelque chose à faire. Par contre, moi je mets une alerte sur les jokers de la gauche. J'ai l'impression que avec le Parti socialiste au pouvoir, il y a une énorme déception dans toute la France, donc les sociaux-démocrates, mais la gauche était pendant longtemps dans l'imaginaire collectif, le PS, qui a énormément déçu. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus de joker parce que le nouveau Front populaire, il y a un espoir très très fort. Un peu en situation d'urgence, on crée un programme commun qui au final là... alors je mets pas la faute sur un parti politique et je crois qu'aujourd'hui la France Insoumise c'est le seul qui a un programme de rupture. C'est pour ça qu'il est autant diabolisé, parce qu'il fait peur, hein, parce qu'il est cohérent, parce que les autres finalement... ça se chamaille et j'ai l'impression qu'on est en train de griller le second joker. Moi, ce qui me fait peur, pourquoi je viens là-dessus, c'est que on va convaincre on va aller sur le long terme travailler, aller voter à gauche pour un programme solidaire, etc. Mais j'ai l'impression aussi que les gens sont déçus et qu'on peut arriver à un point de rupture si on grille trop de jokers. Je le dis avec mes mots, mais c'est comme ça que je le ressens. Et ensuite, une deuxième chose, peut-être sur les médias et la déception avec la gauche, c'est qu'ils ont repris tout un référentiel cognitif sur la laïcité qui a été galvaudée, des choses comme ça. Ça a déçu dans les quartiers populaires, ça a déçu dans le monde rural, parce qu'il y a des gens racisés aussi dans le monde rural. Il faut pas les oublier, qui sont discriminés très 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 fortement. Et comment aujourd'hui, moi j'ai une question, j'ai pas forcément la réponse. On a des nouveaux médias alternatifs, des blasts, etc. Mais j'ai l'impression qui est accessible à une certaine classe sociale. Comment on peut parce que moi encore une fois je viens de la ruralité, on me dit la télé elle disparaît pas du tout, la télé. Il y a beaucoup encore de gens qui la regardent et on a une propagande quotidienne. Comment on peut promouvoir ces médias alternatifs? Parce que je pense que dans le travail militant avec les prochaines élections, échéances électorales, c'est un pouvoir fort, les médias. Et à l'inverse, les médias de masse ont un pouvoir très très fort. On le voit aujourd'hui, là depuis 3 ans, c'est une catastrophe avec des discours qui sont de plus en plus racistes, fascistes. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez une réponse ou de petits éléments. Oui, excusez-moi, je voulais juste vous demander qu'est-ce que c'est que cette méthode dont vous parlez, parce que j'ai pas saisi le nom et je sais pas ce que c'est. Alors, je pensais pas qu'on parlerait autant de ça, mais c'est super. Donc Alinsky, qui est un peu un travailleur social, qui a grandi à Chicago, qui est un peu le père spirituel aussi d'Obama dans ces formes d'organisation collective extra-électorale des catégories populaires aux États-Unis. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est simplement des organisations dans les quartiers qui essayent de mener des luttes sur tout un ensemble de sujets, le logement, les transports, l'éducation, etc. Et qui essayent de créer des conditions, en fait, là-bas, c'est des coalitions, interraciales, au fond. Hein. C'est un des gros enjeux, au fond, c'est de rassembler des latinos, des noirs, des asiatiques, des blancs aussi, autour de ces enjeux communs, avec l'idée que précisément par des victoires et des petites victoires, on arrivera à créer des ponts entre ces groupes-là et briser la résignation, quoi. Et donc c'est toute une méthode qui a été mise en place depuis les années 30, voilà, bon, donc qui sera un peu longue à résumer ici, mais qui est l'idée de partir des colères que vivent les gens pour les verticaliser. Transformer les colères latérales. J'ai des problèmes dans mon logement parce que j'ai mon voisin africain qui fait trop de bruit, à des colères verticales. Le problème, c'est le bailleur social, au fond, et qui a construit des logements qui sont mal insonorisés. Et donc, politiser le travail et progressivement mettre en place des enquêtes sur comment identifier précisément des moyens, ici et maintenant, d'améliorer les conditions. Par exemple, si on a identifié que le problème, c'est l'isolation phonique des logements, comment on fait pour que demain, ils soient réparés? Et de ces petites rivières, peut-être que découleront de grands fleuves. Moi, j'avais étudié une campagne menée par des community organizers aux États-Unis comme ça, sur la justice fiscale. Ils ont quand même réussi à remporter, alors c'est un État fédéral, mais en Californie, une augmentation de 2 points de la TVA, 10 milliards de dollars annuels supplémentaires pour financer des services publics dans les quartiers pauvres. Et donc, c'est pas que des petites victoires, au fond, qui sont permises par ces organisations. Le champ électoral, en lien avec des partis politiques et des syndicats, etc., portés par des catégories populaires, vraiment en première ligne. Là, je vous assure, il n'y a pas beaucoup de blancs, et c'est plutôt des classes pop. Et moi, j'étais revenu de ça, c'est un truc de fou, quoi. Il y a eu des expérimentations, du coup, en fait, d'appropriation. Et la question que tu poses, François, en fait, elle est très juste, en fait. Hein. C'est quel est le positionnement des partis politiques par rapport à ça, en fait. Et moi, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Moi, je pense pas que ce soit le rôle d'un parti. Je sais que la FI ne veut pas qu'on l'appelle comme ça, mais d'une organisation partisane à jouer ce rôle-là. Moi, je pense qu'effectivement, là où il y a des luttes,
Il ne s'agit pas de faire à la place. Typiquement, je pense, moi, un des trucs qui a été hyper intéressant pour moi ces dernières années à Roubaix, lutte hyper importante sur un projet de rénovation urbaine. Tu étais venu dans le quartier de l'Alma. Guiraud, qui arrive sur Roubaix, qui est élu en 2022 député, il est venu en soutien. À aucun moment, il a voulu récupérer le truc, faire à la place, etc. Et d'ailleurs, le soutien qu'il a apporté a contribué à légitimer la lutte et à faire que d'autres, en fait, soutiens, notamment de gauche, à un moment qui était très réticents au départ, viennent les soutenir, ce qui évite qu'on taxe, au fond, le collectif d'habitants là qui était mobilisé d'être trop proche de la FI. Et donc, ce qu'aurait aidé, et ça, David, il l'a tout à fait compris. Et donc, d'abord, effectivement, venir en soutien plutôt que de faire... Malgré tout, moi, je crois qu'il y a quand même tout un ensemble de sujets sur lesquels il ne se passe pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que, typiquement, en fait, y compris, et je pense que tu le sais très bien, sur les questions de rénovation urbaine, il n'y a pas des luttes partout, en fait. Alors qu'il devrait y en avoir, parce que de la colère, il y en a partout, en fait. Et donc, à la fois, être aux côtés de celles et ceux qui luttent, et donc c'est quand même être arrimé, et je pense que c'est le cas, en réalité, et ça, voilà, au combat, aux militants qui existent dans les territoires où on est implanté, et puis par ailleurs, pourquoi pas, quand même, impulser des trucs là où il n'y a pas de combat, en fait, hein, où c'est possible, en fait, il y a tout un ensemble de sujets qui sont plus pris en charge, parce que pour toute la raison que j'évoquais tout à l'heure, de restriction des libertés associatives, d'austérité, en fait, les combats sont plus menés, parce que les organisations disparaissent. Donc, ce qui permet de revenir un peu sur le point que tu évoquais. Moi, je suis pas, voilà, moi, je suis en réflexion là-dessus. Malgré tout, ce à quoi je crois, au-delà de ces histoires de méthode Alinsky, voilà, c'est cette question de l'extra-électoral, voilà, moi, c'est un truc, moi, j'emmerde un peu en parlant de mes copains de gauche, c'est comment ne pas être inspiré uniquement par le jeu électoral. Évidemment qu'il faut gagner et qu'il faut prendre le pouvoir, mais en même temps, tout n'est pas que là. Et pour prendre le pouvoir, il faut aussi, en fait, mettre ses énergies ailleurs. Et c'est cet équilibre, au fond, qu'il faut réussir à inventer. Donc moi, j'ai ce petit, voilà, en permanence, ce truc-là à l'esprit. Peut-être un mot sur la question des médias, en fait, et je n'ai pas du tout de réponse. Mais c'est une question, effectivement, fondamentale. Donc on n'en parle pas beaucoup dans le book. Moi, je suis pas spécialiste, en plus, hein, de la question des médias. Juste deux mots pour pas complètement botter en touche. Un, quand je parlais d'éducation populaire, c'est aussi ça, au fond. Hein, c'est contrer par le bas. Je pense pas que ça suffira. Mais quand même, en fait. Si je dis que c'est important et qu'il y a un travail à la base, etc., c'est que je pense que ça peut permettre quand même de déconstruire tout un ensemble de discours, de récits, de fake news qui nous arrivent par ailleurs. Et donc là, il y a un enjeu fondamental aussi pour cette raison-là. Ensuite, que faire ? Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis un lecteur assidu de Mediapart, de Street Press, de Politis, etc. Mais si on faisait la sociologie de leur lectorat, c'est des gens comme moi, en fait. Voilà, c'était la force à un moment de l'humanité d'avoir un lectorat qui était un petit peu différent. Et il faut réussir à reconstruire ça. Tu évoquais Podemos tout à l'heure, et moi je suis d'accord que, y compris en fait dans ce qui s'est passé à l'échelle locale en fait, hein, et des municipalités du changement, il y a à prendre et à laisser, mais il s'est quand même passé des trucs hyper intéressants quand même ces dernières années en Espagne qui doivent nourrir une gauche de rupture, et vous n'êtes pas loin, donc j'imagine que c'est le cas. Un des vecteurs de la montée en puissance de Podemos, alors il y a évidemment le Kinsey Aimé, mais il y a aussi en fait leur investissement des médias mainstream en fait. Hein. Il y a le rôle de la Tuerca en fait. Je vous renvoie aux travaux de ma collègue Héloïse Ney en fait. Et pendant des années en fait, Pablo Iglesias en fait intervenait dans une émission. Je pense pas que c'était vraiment Hanouna, quoi. Mais moi, je pense qu'il faut continuer, et c'est plutôt ce que font les insoumis, en fait, hein, mais à investir les espaces mainstream, parce que ça permet de toucher d'autres publics que simplement les convaincus. Et puis peut-être dernier point là-dessus, et alors là, une fois que j'ai dit ça, c'est à un moment, il faudrait réussir à construire des médias mainstream de gauche. Voilà. Et le problème, alors je sais pas si c'est un problème, c'est qu'à gauche, en fait, on a des millionnaires, mais on n'a pas de milliardaires. Voilà, et il n'y a pas de Stérin, il n'y a pas de Bolloré. Alors après, je sais pas si c'est possible d'être milliardaire de gauche, en fait. Hein. Après, je sais plus. Mais bon, il faut. Alors après, on pourrait se dire par de l'autofinancement, etc. Bon, je ne sais pas. Donc là, je parle un peu à voix haute, mais malgré tout, alors je sais pas le bilan qui est fait d'un truc comme le média, en fait, que moi je trouve voilà, très bien en termes de ce qui est porté, etc. Mais ce qu'il faut, c'est être sur la TNT, en fait. C'est qu'en fait, on puisse alterner entre BFM, CNews et la chaîne d'infos en continu de gauche, en fait. Il faudrait réussir à faire ça, parce que sinon, en fait, le rouleau compresseur, il est là, et ça va être compliqué.
Dernier mot malgré tout là-dessus, pour retomber sur ce que je connais mieux, c'est que on a parfois tendance, moi je trouve, à surestimer au fond le rôle de la bataille culturelle. Il est évidemment fondamental, mais quand on est dans le microcosme, etc., dans ces trucs-là, quand on est sur Twitter, machin et tout, et quand même la plupart des gens sont quand même très très loin de tout ça. Et donc c'est pour ça que je dis que le terrain est quand même un moyen aussi de continuer à déconstruire un peu tout ça, et c'est une des réponses à cette question. Je vais rebondir sur pas mal de choses, j'ai pas de questions. Je suis toulousaine, je participe à plusieurs collectifs, donc qui ne sont absolument pas financés par qui que ce soit. Il n'y a que des bénévoles. La moyenne d'âge, c'est plutôt 70 ans, parce qu'on a encore la pêche. On ne sait pas jusqu'à quand. Et je pensais à ce qu'avait dit François Piquemal ici présent et vous-même. Ce sont les mots d'alliance et de terrain. Or, les collectifs, qui sont des initiatives de terrain, de base, quel que soit le lieu, hein, que ce soit dans le centre-ville, en l'occurrence, moi je suis dans un collectif qui s'active sur le domaine de la santé. On parlait d'accès aux droits et c'est une catastrophe. Donc, en centre-ville, mais c'est la même chose à la périphérie et en milieu rural aussi. Voilà. Je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est de construire des alliances et de venir voir sur le terrain ce qui se passe et de soutenir. Effectivement, il ne s'agit pas de faire à la place, parce que là, ça ne serait plus prendre les gens pour des êtres pensants, donc ça serait assez vexant, ce n'est pas possible, mais de soutenir réellement, peut-être en les aidant, ces collectifs, à organiser des événements pour être davantage visibles, et toujours garder le contact avec eux, mais d'une manière étroite. Or, ça se passe dans un sens, c'est-à-dire que les collectifs sollicitent, mais dans l'autre sens, voilà. Et c'est tout. Merci à vous. Oui, bonjour. Alors déjà, une première remarque. Si certains souhaitent créer un institut labo ici à Toulouse, ça me paraît, enfin en tout cas dans le Haut-Garonne, Toulouse étant évidemment l'agglomération la plus importante. Je suis complètement d'accord avec cette idée-là et franchement je suis preneur et je veux bien participer à la création de la chose si y en a besoin. Complètement d'accord avec ça. Cela dit, et ça va être logique avec ce que j'ai envie de dire ensuite, concernant la notion de colère et ce qui s'est passé le 10 septembre, moi je suis désolée de dire que la colère, je n'y crois pas. Parce que c'est une émotion, et une émotion, ça retombe aussi vite que ça s'est manifesté. Et un mouvement spontané, c'est pareil, ça retombe aussi, ça disparaît aussi rapidement que ça a pu se créer et se produire. Par contre, les organisations, elles restent. Alors on peut dire ce qu'on veut sur ce que la CGT a fait le 10 septembre et les suites données par la suite. En tout cas, la CGT, elle va rester. Et elle joue un rôle important. Et pour tenter d'apporter un élément de réponse à la question du que faire, il me semble qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une période extrêmement favorable à la notion de clarification. Il me semble que c'est la réflexion qui est pérenne, beaucoup plus que l'émotion. La réflexion, elle dure dans le temps. La réflexion, elle s'affine, elle s'approfondit et elle aboutit sur une volonté, ce que l'émotion ne fait pas. Et là, on est dans une période, me semble-t-il, extrêmement favorable pour démystifier la question du rapport à l'impuissance. Tous ces gens qui veulent pas voter parce que, ouais, vous comprenez, ils sont trop forts pour nous, on n'y arrivera pas, tout est décidé d'avance. En gros, c'est le type de réflexion auquel on a droit quand on s'adresse aux gens qui sont démoralisés. La question du rapport à l'impuissance, ils sont trop forts pour nous. Y compris avec des gens qui sont d'un niveau politique un peu plus aiguisé et qui sont, disons, proches du Parti socialiste, ou en tout cas jusqu'à une période relativement récente. La question c'est, bah oui, mais tu es bien gentil avec tes histoires de révolution et compagnie, mais honnêtement, allez, avouez-le, quoi, la finance, ils sont trop forts pour nous, on n'y arrivera pas, ils ont tous les pouvoirs, ils ont tous les moyens. Or, désolé de dire que là, on a vraiment des moyens fondamentaux. C'est-à-dire
Regardez ce qui s'est passé. On n'a pas obtenu la destitution du gouvernement actuel à 18 voix près. Je suis au regret de dire que ça me ravit, parce que ça permet de clarifier une situation. On sait qui a voté contre, qui a pérennisé le gouvernement Lecornu. C'est le Parti socialiste, parce que fondamentalement, c'est un parti de droite qui croit au capital. Je reviens pas sur les déclarations de Manuel Valls et compagnie. Ensuite, deuxième clarification intéressante, au niveau du vote du budget, parce que le RN, je vous rappelle, avait voté pour la destitution du gouvernement Lecornu. Or, au niveau du vote du budget, deuxième clarification intéressante, le RN a voté contre toutes les abrogations que la FI avait présentées, contre abrogation de la flat tax, abrogation de l'ISF, pardon, pas abrogation de l'MSF, au contraire, retour de l'ISF, tout ce genre de choses, je ne vous fais pas le détail, vous le connaissez aussi bien que moi. Et je pense que c'est là qu'on a un levier extrêmement important pour faire comprendre aux gens que la puissance de la finance, ce n'est jamais que le résultat d'une série de décisions politiques. Rien d'autre que ça. Et par conséquent, ce sont par des décisions politiques qu'on va arriver à, pas détruire, mais en tout cas, qu'on va remettre en question la question de la puissance financière. Voilà. Du même coup, un institut Labo ici qui se créerait dans la région de la Haute-Garonne, il serait bien inspiré de réfléchir à la question dans l'histoire de tous ces gouvernements, donc toutes ces décisions politiques qui ont amené une puissance sans précédent de la finance. J'entendais, et j'arrêterai là, pour dire que j'entendais récemment Joan Chapoutot dire en ce moment, je sens que les gens sont très demandeurs de réflexion sur le rapport à l'histoire. Je pense qu'il a complètement raison et que c'est une question à creuser. Je terminerai juste, j'en ai pour juste de 2 petites minutes pour dire que si je prends l'exemple qui n'a rien à voir, mais quand même, l'exemple de Gaza, on a été bercé pendant des décennies sur des mythes, sur l'Israël qui, avec des pierres, crée des arbres, etc. On a été bercé par des mythes et l'histoire de Gaza et le martyre de Gaza à l'heure actuelle fait que les gens sont demandeurs d'une histoire, une histoire basée sur une réalité et pas des mythes. Donc la démystification, elle est au programme. Bonjour à tous, je vais essayer d'être court, mais j'ai quand même 2 questions et un développement. Je commence par mes questions. Si on prend que 95, 96, 2003 et 2005 sont les dernières grandes victoires, notamment avec, en 2005, justement, il y avait tous les médias contre et la naissance d'Internet avec le début d'une contre-information. Si on fait l'état du peuple et des forces productives, des syndicats, etc., par rapport à cette vague que je viens de passer et celle qui est maintenant, peut-on avoir une analyse qui nous permettrait de voir quelles sont les forces et les faiblesses qu'on aurait? Deuxième question, ce qui se passe à New York avec Mdani, candidat qui a réussi à être, on va dire, louvoyé à l'intérieur même du Parti démocrate qui est défait par les... Bref, ses positionnements, ses pratiques militantes, son lien avec le peuple, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Et 3, je rebondis sur la question des médias où je ne suis absolument pas d'accord avec vous sur la question de la bataille des idées. Alors, le problème, c'est que la bataille des idées, ce n'est pas juste se faire plaisir sur Twitter à se répondre parce que le X ou les réseaux sociaux ne sont qu'une partie extrêmement réduite, même si elles ont une caisse de résonance. Moi, je dirais simplement que le peuple est assiégé par les médias des milliardaires. En tant qu'ancien militant à Crimed, moi, je me désole de voir les mouvements de gauche ne pas, et vous en êtes l'exemple, de ne pas reprendre les proposition depuis 20 ans pour arracher aux milliardaires ce qui est le bien commun qui s'appelle l'information. Et le fait que le pluralisme, il faudra l'imposer au capital parce qu'il ne faut pas attendre que lui nous le donne. Voilà. Mais ça peut justement faire partie d'un élément qui peut ressouder avec les classes populaires parce qu'elles savent très bien tout ce qu'elles prennent dessus. Et pour terminer sur une proposition, vous avez parlé du moment où on pourrait faire émerger des classes populaires pour la représentativité. Moi, je pense que sur bon nombre de sujets, les classes populaires ont à apprendre à des personnes comme nous, c'est-à-dire je me mets là-dedans, classe moyenne éduquée. Un élément pour moi a été fondamental, ça a été en 2023. Il y a eu ces émeutes.
les médias et la justice, la même justice qui a tapé sur les gilets jaunes, la même police qui a éborgné les gilets jaunes. Il faut rappeler que M. Nunez est actuellement ministre. Il devrait être devant un tribunal pour tout ce qu'il a couvert par rapport à la manière dont on a réprimé une colère populaire. Or, je me désole de voir que cette revendication vis-à-vis des bavures policières n'est pas reprise. Dans l'extrême droite, je suis européen aujourd'hui, je peux vous en parler. Pour dire que sur la question où en 2023, la justice a tapé de manière très sévère sur on va dire, en ruinant leur avenir pour beaucoup de jeunes. C'est un scandale. Ça, là-dessus qu'on est attendu à gauche pour faire le lien avec les classes populaires. Donc, pour moi, je terminerai là-dessus. L'une des manières de défaire ce siège qui est le nôtre, c'est de remettre, pour les classes populaires, le fait que beaucoup de ces politiques, elles sont cohérentes. C'est une guerre de classe. C'est une guerre que l'on subit. Les sous-financements des services publics, quels qu'ils soient, pour une minorité qui s'en tirera très bien, on laisse la majorité reproduire des reproductions sociales. Si on n'est pas capable d'avoir un discours aussi clair que ça, articulé, parce que les classes populaires, elles suivent moins une personne qu'elles suivent un discours à une seule, et ça sera ma conclusion, à une seule condition, elles suivent un discours. Elles suivent le discours qui leur rendra leur dignité. Or, ça fait depuis 20 ans à 30 ans avec le libéralisme que les classes populaires ne font que perdre leur dignité. Oui, non. Donc je voulais juste dire des choses qui ne sont pas anecdotiques parce que sur une question. On a parlé des gilets jaunes. Bon, il est bien évident qu'à Toulouse, on a aidé la FI, le NPA à ce que ça tourne pas à l'extrême droite, mais on n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire parce que les gens qui ont viré les fachos, c'était pas forcément nous, c'était la tendance avec les villes limitrophes. Et dans ces cas-là aussi, il y avait des gens qui venaient de loin, comme de Carbone, qui est à 60 km, qui venaient pour les manifs. On s'est rapprochés, ils nous ont invités à Carbone. Ils ont obtenu un parc de la mairie, on a passé une journée magique, avec un buffet magnifique, un forum théâtre, il y avait les intermittents, on a ri, c'était génial. Sauf qu'on est arrivé, il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient très isolées et qui votaient toutes Marine Le Pen. Et donc ils sont arrivés, déjà quand ils nous ont vus, les larmes aux yeux, ah mais il y a Toulouse qui vient nous voir, ils en revenaient pas qu'on soit là. Et ensuite, avec une amie qui était des quartiers, on avait fait du baklawa, moi j'avais fait un houmous, ils savaient pas ce que c'était, on en a profité pour leur expliquer, de parler de l'histoire des pays, ça s'est très bien passé, c'était une magnifique journée. Ensuite, ils nous ont invités sur le rond-point de Carbone pour faire un méchoui. Et il y en avait beaucoup parmi eux qui ne votaient plus Marine Le Pen. Simplement, nous, on n'y est pas allés, c'était les Gilets jaunes, mais parmi ceux qui y sont allés, il y avait des militants de la France Insoumise. Moi, personnellement, je lui dis oui, je suis Gilet jaune, mais je suis à la FI. On a parlé comme ça, de personne à personne. Et ça s'est fait comme ça, mais ça s'est fait autour de la fête, de la convivialité et du rire. Alors, je sais pas si on pourrait, sur les quartiers populaires, faire des échanges comme ça, mais en tout cas, ça montre que il suffit qu'il y ait une ambiance chaleureuse et que les gens communiquent pour que ça marche. Ensuite, il en a été de même pour le convoi de la liberté, parce qu'on a dit que la FI, on y allait, parce qu'on ne voulait pas le laisser aux fachos et tout. Ça a été une belle expérience, très dure à Paris, parce que quand on est arrivé jusqu'à Orléans-sur-les-Points, il y avait la sécurité qui avait pensé la même chose que nous. Il y avait des gens de toutes sortes, c'était d'abord un combat anti-pass. Et contre Macron, bon, il y avait des anti-vax, il y avait des bizarres, il y avait Canon, mais on était là pour les faire partir, ce qu'on a fait. Par contre, la solidarité était incroyable. Ce que peuvent les gens, quand on a traversé les villages et autres, ce qu'ils peuvent quand ils défendent une cause et qu'ils sont solidaires, c'était absolument incroyable. Ça reste un souvenir magnifique aussi. Et ensuite, bloquons tout. Moi, j'ai fait les AG depuis le début à Toulouse. D'emblée, nous, on était là, mais incognito. Mais je veux dire, on n'a eu rien à faire. Parce que d'emblée, c'est parti avec beaucoup de jeunes qui étaient des militants ou qui s'organisaient ou à Dard, tout ça. Et d'emblée, c'est parti à gauche. Et ensuite, là, bon, on peut pas tout suivre, mais ce qu'il en reste sur les réseaux, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent organiser des cantines gratuites. Ils parlent d'un hôpital populaire. Enfin, moi, je pense que là, en tout cas, ils ont acté le fait que les syndicats, il y a eu beaucoup de batailles autour de ça. Il y en avait pour, contre. Il y a des syndicats qui sont venus, mais les UD générales, pas
pas les idées, mais pas ils ont été déçus. Mais entre-temps, je pense que ça a fédéré des gens, notamment des jeunes, qui ont vu la capacité qu'ils avaient pour agir ensemble. Donc espérons que ça va lutter, mais en tout cas, ça continue. Il reste 5 minutes. Julien, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qui a été dit? Je serai bref. Non, mais je partage en plus beaucoup des choses qui ont été dites. Alors, peut-être plusieurs points. Un, sur la question du rapport, au fond, avec les intellos, etc. Moi, quand je disais, bon, je sais pas s'il faut faire des instituts la Boétie locaux. Je crois que c'est pas. Je veux pas foutre le bordel dans vos histoires. Malgré tout, voilà. D'un côté, je pense qu'il y a des alliances qui existent déjà, en fait, et sans que ça coûte forcément très cher, parce que voilà, moi, quand je disais par rapport à Lille, c'est qu'il y a des universitaires sur place. Il y a plein d'universitaires, j'imagine, ici à Toulouse, qui bossent déjà. Moi, je le sais, avec par exemple la LDH, avec Tactique Collectif, et qui bossent déjà peut-être avec vous. Il y a peut-être des alliances à renforcer qui peuvent être utiles et en même temps, moi je pense, quand je parlais d'éducation populaire, je pense pas qu'il faut qu'il y ait que des intellos là-dedans, en fait. Comme le disait très justement monsieur, alors je pense qu'il y a un enjeu aussi peut-être que un certain nombre de militants ou voilà, se fassent aussi former par d'autres personnes, y compris par des habitants de quartier par exemple, pour découvrir d'autres réalités. Il y a des enjeux de croisement des savoirs, etc. Et donc voilà, mais construire des organisations de masse pérennes, voilà, c'est aussi ça, en fait. Hein. C'est aussi avoir des moments de formation et qui puissent être des moments un peu d'éduc-pop. Pour réagir peut-être sur ce que disait madame au fond tout à l'heure, moi je partage, hein, moi je crois au pouvoir des organisations, en fait. Voilà. Et donc c'est vrai que d'un côté, et en même temps on peut pas faire comme si les gilets jaunes, bloquons tout, etc., ça n'avait pas existé, en fait. Forcément ça nous interpelle, mais moi je crois qu'effectivement pour pouvoir produire un changement social durable, il faut des organisations de masse au regard de l'ampleur du rapport de force, d'une certaine façon, et ce sera précisément la capacité à s'arrimer à des mouvements plus ou moins spontanés des organisations pérennes qui pourront produire du changement. Alors j'ai envoyé un petit tacle à la CGT, mais en même temps je suis pas du tout en train de dire que la CGT fait pas bien son boulot. Je dis juste que je m'interroge parfois sur certains choix de date. C'est pas remettre en cause fondamentalement la CGT, et heureusement qu'on a des organisations syndicales, même si moi je pense que effectivement les blocages et les grèves sont plus utiles que les manifs, en fait. Moi je dis juste ça. Voilà, c'est pas très révolutionnaire. Il faut qu'on trouve des moyens. Je pense au travail de mon collègue Baptiste Giraud, qui est spécialiste du syndicalisme, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Réapprendre à faire grève. Et je pense que c'est un enjeu stratégique assez décisif pour la suite. 2 mots sur la colère. Parce que là, il y a éventuellement un élément de désaccord. Parce que moi, en tant que sociologue, c'est beaucoup ce que je recueille, en fait, dans mes enquêtes, notamment dans les quartiers. C'est souvent une colère froide, en fait, face à l'expérience de l'injustice, des inégalités, des discriminations, du racisme systémique, etc. Les gens sont en colère, mais comme les Gilets jaunes étaient en colère, comme bloquons tout était, les gens étaient, je crois, en colère. Il y a de bonnes raisons, en fait, d'être en colère. Et moi, je crois, en fait, que la question, c'est comment on met les gens en mouvement. Et moi, je pense qu'on les met plus en mouvement, en fait, à partir de leur tripes qu'à partir de leur tête. Et que peut-être qu'on a un peu passé trop de temps à gauche parfois à vouloir passer uniquement à la tête, ce qui ne veut pas dire qu'il faut oublier la tête, hein, je ne vais pas refaire tout mon truc sur les duc pop, etc. Mais que tout l'enjeu, c'est de partir de là où les gens sont, en fait, de leur colère, et justement pas partir de mais en fait vous devriez penser que, ne soyez pas énervés, nanani, mais en fait c'est le capitalisme. Non. Écoutez, moi justement, je parlais de mes histoires aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé sur une orga qui s'appelle le syndicat des usagers du bus, qui était un truc très marxiste, en fait. Voilà, ils allaient en fait organiser les gens qui prenaient le bus. Il y a pas de métro là-bas, à Los Angeles, etc. Et eux, leur truc, c'était de dire du bus au monde et au capitalisme, et on redescend au bus, en fait. Et donc, on part de là où sont les gens, en fait. Et donc on part du problème que le bus il est en retard, ou qu'en fait il est pas là et que du coup j'arrive en retard à mon boulot, ou qu'en fait la ligne de bus ça va pas du tout, mais en même temps on montre au fond verticalisation des colères, qu'au fond ces problèmes-là sont liés aux moyens qu'on investit dans les transports publics, à l'organisation des rapports de pouvoir à l'échelle métropolitaine, tatati tatata, verticalisation des colères, mais partir de là où les gens sont, et c'est comme ça qu'on pourra les mettre en mouvement et briser les sentiments d'impuissance. Donc c'est ça un peu le sens en fait de cette question de la colère. Peut-être puisque je suis sur les États-Unis, Mamdani, alors moi j'aurais pas de réponse très précise, mais je pense qu'effectivement il se passe des trucs intéressants là-bas et qui montrent combien, alors ça revient sur nos histoires, en fait Mamdani il sort pas de nulle part en fait. Hein. Mamdani, à l'image de toute une nouvelle génération en fait d'élus démocrates, c'est quand même le fruit de tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est d'une organisation populaire à la base
extra-électorale qui va faire le choix à un moment d'investir le champ politique. Et donc organisation populaire, soit dans l'espace du travail via des syndicats, soit via des organisations de quartier, de soutien aux migrants, antiracistes, etc. et qui vont passer le cap, Ocasio-Cortez, c'est aussi ça, etc. Et donc c'est cet ancrage populaire qui a permis, ce qui était quand même pas gagné pour un mec comme Hamdani qui sort un peu de nulle part et qui est racisé, etc., de faire tomber la machine démocrate à New York, ce qui était quand même pas gagné. Et donc je pense que ça va plutôt dans le sens de ce que voilà, j'essaie de plaider, c'est que voilà, cet ancrage populaire, il peut remporter des victoires, y compris dans le champ électoral. Sur l'histoire de l'information Acrimed, il faut que je termine, mais j'avais dit que j'étais relativement incompétent sur la question. Donc moi, si vous me dites au fond, non mais lâchez l'affaire avec vos millionnaires, c'est pas comme ça qu'on voilà, ben très bien, moi j'en sais rien. Ça se trouve c'est par le service public, ça se trouve c'est autrement. Malgré tout, ce que je sais, c'est qu'on n'y arrive pas en tout cas. Voilà, et que y compris le travail remarquable que fait Acrimed, ne suffit pas en fait. Voilà, et donc c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ce constat-là. C'est tout en fait. Voilà, et j'imagine qu'il y a des propositions et qui méritent d'être davantage défendues. Dernière chose, vous avez beaucoup parlé de différentes formes de sociabilité, etc. Moi, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Guiraud, en fait, il fait des barbecues. Ça marche hyper bien en fait là dans le cadre de sa campagne, avant, après les matchs de foot et tout. Et donc vive les barbecues populaires. Merci beaucoup Julien Talpin. Il s'agissait de Julien Talpin qui vient de faire paraître aux éditions Amsterdam Nouveau Peuple, Nouvelle Gauche lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche samedi 25 octobre 2025, réalisée et mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.